Bonsoir tout le monde, mon nom est Paul Foisy, je travaille au Centre d'histoire. Bienvenue à cette première réunion Zoom organisée par le Centre d'histoire. Ce soir, notre amie Louise va vous présenter le conférencier dans quelques instants. J'aimerais juste souligner quelques instants la perte de notre ami Luc Cordeau qui est décédé récemment. Alors, pour nous, c'est une réorganisation complète ici au Centre d'histoire. Mais on va aller de l'avant en pensant à lui, puis en pensant aussi à son prédécesseur, Jean-Noël Dion. Donc, on fait ça un petit peu en l'honneur de Luc ce soir. Alors, côté technique, vos micros sont fermés. On ne veut pas qu'il y ait trop d'interaction entre les gens pour laisser place à notre conférencier. Donc, il va y avoir une période de questions à la fin, mais je vous invite au fur et à mesure que vous avez des questions, vous pouvez les noter en bas de votre écran. Vous avez une barre d'état et sans doute, ça va être écrit « Converser » ou « Discussion ». Donc, vous pouvez envoyer une question là et moi, suite à la conférence de Daniel, je vais prendre vos questions puis je vais lui présenter les questions puis il pourra vous répondre. Alors, bonne soirée. Sans plus tarder, je vous présente Louise Desrosiers qui va nous parler de notre conférencier de ce soir. Merci. Bonsoir à vous toutes et tous. Comme c'est bon de vous voir, les chers amoureux de l'histoire. Pour nous, c'est une première expérience Zoom. Je nous souhaite ceci. Ça va bien aller. Sans plus tarder, je suis très fière de vous présenter notre conférencier ce soir, M. Daniel Giroir. Daniel, depuis plus de 30 ans, qui est passionné d'histoire et de généalogie, ce qui l'amène à faire des recherches très minutieuses dans ces deux domaines. On lui doit plusieurs articles dans le Courrier de Saint-Hyacinthe sur les familles mascoutaines. Il aime aussi camper différents personnages tels que Hyacinthe Simon Delhomme, Louis-Joseph Papineau et sans oublier le pompier Hector Lalancette que vous avez peut-être rencontré lors d'une visite guidée. Ce soir, il nous présente le sujet qu'il aurait dû nous faire en novembre. Le sujet est très approprié, la grippe espagnole. Quel sujet en temps de pandémie? On ne se dit pas encore la grippe, mais on fait un retour il y a 100 ans et Daniel va nous le faire d'une façon extraordinaire. Lui, dans son rôle, parce qu'il aime les personnages, dans son rôle de chanoine Herman Bruno au village québécois d'antan, Daniel a vécu l'été dernier sous le thème de la grippe espagnole. Ouf, une chance qu'il ne l'a pas attrapé, hein? Redécouvrons avec lui les faits saillants de cette période funeste de notre histoire. À toi la parole, Daniel. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très heureux de pouvoir enfin vous présenter cette conférence qui dort dans le tiroir depuis l'année passée. Comme Louise vous l'a dit, dans mon rôle du curé Herman Bruno au village québécois d'antan, j'ai passé toute la saison d'été sur ce thème. Notre historien, M. Claude Tessier, nous avait déjà fourni une abondante documentation que j'ai ensuite adaptée et personnalisée là, pour notre conférence de ce soir. Donc, je vais justement vous montrer ma prochaine. Comme vous voyez, au village québécois d'antan, on avait des maisons qui étaient fermées. Bon, on comprend pourquoi, à cause de la pandémie, on avait beaucoup de restrictions. Donc, on avait des maisons qui étaient fermées sous prétexte que la famille était en quarantaine à cause de la grippe espagnole. Et si vous regardez la porte à gauche, famille en deuil, bien ici, vous voyez la porte de notre barbier, M. Almanzor Duguay, qui avait malheureusement perdu sa belle Angéline à cause de la grippe espagnole et qui était parti éponger sa peine chez son fils aîné à Sherbrooke. Afin de nous plonger dans l'ambiance de cette époque-là, je vais justement demander à mon grand ami, le chanoine Herman Bruno, de nous faire le début de son sermon. Allez-y, monsieur le chanoine. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, soyez les bienvenus dans la chapelle Saint-Frédéric. Nous sommes en 1918 et depuis maintenant 4 ans, le monde est en guerre. Pour assouvir la cupidité et la soif de pouvoir de certains dirigeants, des milliers d'hommes sont tombés au combat, laissant des veuves et des orphelins sans ressources. On est très loin de l'enseignement du Christ qui nous a dit
aimez-vous les uns les autres. Et encore plus de son grand commandement, tu ne tueras point. Et comme si ce n'était pas assez, voilà maintenant que nous arrive cette terrible épidémie qu'on appelle la grippe espagnole. Je reprends mon rôle de Daniel Giroir. Évidemment, ce cher chanoine, en digne représentant du clergé de son époque, ne manquait surtout pas l'occasion de faire un lien très fort entre les péchés de ses paroissiens et les malheurs qui s'abattaient sur eux. C'était de l'époque. Mais effectivement, c'est une période très sombre dans l'histoire. Si on compare avec la guerre, la Deuxième Grande Guerre mondiale de 14-18 a fait 20 millions de morts en 4 ans. La grippe espagnole, qu'on avait aussi baptisée la Grande Tueuse, avec environ 500 millions de cas confirmés à travers le monde, soit 27 de la population mondiale, aura fait entre 50 et 100 millions de morts en 2 ans et 3 vagues successives. Le dernier cas a été répertorié en juillet 1921 en Nouvelle-Calédonie. On dit la grippe espagnole, mais le virus est-il vraiment originaire de l'Espagne? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un expert en matière de guerre. On voit ici une carte des alliances militaires avant la guerre. Si vous remarquez, les pays en beige pâle, c'est ceux qui étaient neutres, qui n'ont pas participé à la guerre. Donc, on voit très bien que l'Espagne était neutre. Donc, étant neutre, elle n'était absolument pas concernée par le secret militaire. Les autres pays qui étaient en guerre, bon, censuraient l'information parce qu'ils ont tous vu qu'il y avait des soldats qui mouraient là, comme des mouches, mais pour ne pas affecter le moral de leurs troupes, ni montrer la faiblesse devant l'ennemi, ils n'en parlaient pas, ils tenaient ça mort. C'est l'Espagne qui a été le premier pays à mentionner publiquement cette épidémie. C'était en mai 1918. Et en Espagne, on lui donnait le nom de soldat napolitain. Donc, si ce n'est pas originaire de l'Espagne, mais d'où nous vient ce virus-là? C'est pas très loin de chez nous. On va aller chez nos voisins américains, en plein centre des États-Unis, au Kansas. Qu'est-ce qui se passait là? On voit ici le camp militaire de Funston en 1918 qui avait été construit l'année précédente. Ce camp militaire-là comportait environ 1400 édifices répartis sur 2000 acres de terrain. C'était immense. On dit qu'il y a au-delà de 50 000 recrues qui ont été entraînées là. Le premier cas de grippe espagnole a été enregistré dans ce camp le 4 mars 1918. Ce qu'on appelle le patient zéro, c'était M. Albert Gitchell. C'est un fermier qui avait été appelé sous les drapeaux et qui aurait été contaminé par un de ses oiseaux de basse-cour, lui-même contaminé par un oiseau sauvage, parce qu'on sait maintenant que le virus était d'origine aviaire. Bon, on comprend qu'un virus qui se répand comme ça dans des troupes, dans un gros camp militaire, ben, les troupes partent ensuite pour faire la guerre et l'épidémie est vite devenue une pandémie. On voit ici une photo de malades entassés dans un hôpital près de Fort Riley, au Kansas. Ça, c'est en 1918. C'est drôle, hein? On dirait pas. Ces images-là datent d'une centaine d'années. Elles nous sont étrangement familières aujourd'hui. Le port du masque, il avait compris ça déjà. C'était important. On dit que la cause des décès, lorsqu'on l'attrapait, c'était une surinfection bactérienne qui se déclarait là, à peu près 4 à 5 jours après l'avoir attrapé. Et vous en décédiez une dizaine de jours après l'apparition des premiers symptômes grippaux. La première vague a été au printemps 1918, mais elle était très peu virulente. La deuxième vague, celle de l'automne 1918, elle a été beaucoup plus agressive. Elle affectait surtout les jeunes adultes de 25 à 29 ans parce qu'eux autres n'avaient pas été affectés par d'autres types de grippe que les gens plus vieux avaient déjà connus. On voit une autre photo ici prise à Aix-les-Bains en France, dans un hôpital militaire américain. C'est à bord de ce navire-là que le virus serait arrivé, le transatlantique, Araguaia. Ma collègue, Mme Pierrette Brière, a fait une étude en 2016 pour Marieville et elle nous en parle. Ce navire-là était parti d'Angleterre le 26 juin 1918 et il transportait plusieurs blessés qui étaient porteurs du virus. Eux autres avaient été infectés en France et en Belgique.
Ici, on dit que au début octobre, la grippe s'est installée à Montréal. Mais il y a un autre endroit au Québec qui porte le célèbre titre de berceau de la grippe espagnole au pays. Qui pourrait porter ce titre-là? Je vous le donne en mille, c'est Victoriaville. Qu'est-ce que Victoriaville a à voir là-dedans? On serait porté à penser que le virus entrait par les grands ports, soit à Montréal ou Québec. Mais c'est parce qu'il y avait eu un événement à Victoriaville. Il y a eu un congrès eucharistique. On voit une photo ici. Bon, la distanciation sociale, on s'entend là-dessus, là, il n'y en a carrément pas. Ce congrès-là s'est tenu du 12 au 15 septembre 1918. Victoriaville avait environ 5000 habitants à l'époque. Pendant ces quelques jours, elle a accueilli au-delà de 40 000 visiteurs, des fidèles et des membres du clergé qui provenaient de l'Europe et des États-Unis, où la grippe était déjà bien présente. Sur la photo, ici, on voit la parade sur la rue principale à Victoriaville, en 1918. Ici, on a une autre photo qui provient de la collection des Frères du Sacré-Cœur. Ceux qui ont déjà connu des congrès eucharistiques savent que le long du défilé, on construisait des arches comme ça tout le long. On parle des Frères du Sacré-Cœur. Ici, on voit le collège à Victoriaville. C'est justement là que le tout s'est déclaré. Bon, on sait probablement que le collège hébergeait des religieux qui étaient venus et comme il y avait tellement de monde, à peu près toutes les familles hébergeaient un visiteur là, chez eux. Tous les petits hôtels étaient complets. Là. On dit que c'est au collège que l'épidémie s'est d'abord propagée. Et ensuite, dans des habitations pour les démunis qui étaient tout près du collège. Le 23 septembre, le Bureau d'hygiène de Montréal a imposé aux religieux de fermer le collège. Il y a 40 étudiants, déjà trop malades pour voyager, qui sont restés là. Il y a 420 étudiants qui sont retournés dans leur famille, au Québec, aux États-Unis et dans l'ouest du pays. On s'entend que parmi ceux, il y en avait sûrement qui avaient déjà la maladie, ils étaient dans les premiers jours, qui étaient donc contagieux. On dit qu'en moins d'une semaine, la maladie était partout. Le bilan à Victoriaville, on n'a pas de chiffre précis, mais on sait qu'il y a eu plusieurs personnes de très malades. Il y a eu 119 personnes de décédées en seulement 5 semaines. On arrive à une moyenne de 23,8 décès par semaine. C'est beaucoup. Un mythe ou une réalité? Il y a des choses qui ont circulé là-dessus. On sait que la maladie affaiblissait les signes vitaux. Évidemment, en voyant les gens qui mouraient comme ça, il y a eu un sentiment de panique là, qui s'est généralisé partout. Les gens restaient enfermés dans leur maison et il y avait des nouvelles, des décès survenus dans la journée par les livreurs, soit de lait, de bois ou de charbon. Les églises ont été fermées. On dit qu'il y a eu tant de morts qu'on a rapidement manqué de cercueil pour les enterrer. On mettait les dépouilles sur le bord de la rue pendant que le prêtre les bénissait du perron de l'église. On a même interdit de sonner les cloches lors des funérailles pour ne pas démoraliser les personnes vivantes, parce qu'il y en avait là, trop à tous les jours. Quand on dit un mythe ou une réalité, plusieurs années plus tard, lorsqu'on a eu à déménager des cimetières, on a trouvé des corps qui étaient tournés sur le ventre ou d'autres avec des cheveux dans les mains. Donc, la rumeur voulait qu'il y en ait, qu'il y avait tellement peur, ils les enterraient tellement rapidement qu'ils en ont enterré vivants. Ici, une anecdote avec cette photo des policiers de Montréal en 1918. On savait très bien là, que les expectorations, c'était très dangereux. Là. Donc, cracher est devenu passible d'une amende de 15 piastres à Montréal. 15 piastres à cette époque-là, c'était l'équivalent d'une semaine de salaire. On arrive maintenant chez nous en Sol-Mascoutin. Comment on a vécu ça? Ici, on a une très belle, je pense que c'est une carte postale du manège militaire vers 1915. Au Centre d'histoire des Saint-Hilaire, on a un fonds d'archives qui est très intéressant, qui était très pertinent à mon sujet, le fonds Napoléon Coderre. Ce jeune homme-là était né le 9 novembre 1869 à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il a fait ses études au séminaire à partir de 1890. D'ailleurs, la photo nous le montre au séminaire, avec le costume de l'époque. Lui s'est engagé comme volontaire le 29 juillet 1915. Il va décéder plus tard, le 21 septembre 1931, à l'âge de 61 ans. Dans son fond, on trouve des photos très pertinentes. Ici, on voit l'arrivée au camp de Valcartier, le 1er août 1915. On voit même son écriture ici, il l'écrivait. Sur cette autre photo, on voit le départ pour l'Angleterre, le 18 octobre 1915. Il avait même écrit que le départ s'est fait le lundi à 3 heures de l'après-midi.
Ici, sur Banque et Archives nationales du Québec, j'ai trouvé cette carte postale qui nous montre, on dit la charge des Canadiens de Montréal. C'est nos soldats canadiens, probablement à Paris, parce que c'est marqué, là, la carte est Visa Paris. Chez nous, on a commencé à parler de la grippe espagnole à partir de cet article-là qui est paru dans le Courrier de Saint-Hyacinthe le 28 septembre 1918. Cet article-là a été rédigé par le docteur Henri Sanson, qui était alors inspecteur sanitaire du district de Saint-Hyacinthe. Si je vous le résume, lui nous dit que la grippe espagnole arrive. Il conseille de se gargariser avec des produits antiseptiques, même de s'irriguer les voies nasales de la même façon. Il demande aux familles d'isoler les malades lorsqu'ils s'en aperçoivent et aux institutions, il leur conseille d'isoler les malades et de renvoyer les autres. Sur cette très belle photo du séminaire de Saint-Hyacinthe vers 1910, on sait qu'il y a eu tout un imbroglio qui a eu lieu là. Le premier cas a été enregistré le 11 octobre. Le 13 octobre, on était rendu à 3 ou 4 nouveaux cas. L'institution s'était déjà placée en quarantaine. La direction voulait fermer l'établissement, mais le docteur Turcotte n'avait pas l'autorité pour le permettre. Le 18 octobre, il y a une trentaine d'élèves qui sont partis, se sont sauvés, avec la seule autorisation de leur professeur, c'est-à-dire sans celle du directeur. Le lendemain, c'est 80 qui se sont sauvés. Et j'ai lu en quelque part qu'ils s'étaient sauvés sur la fin de l'après-midi parce qu'ils savaient que le train partait de la gare à 6 heures. C'est le 25 octobre que l'institution a eu l'autorisation de licencier les élèves. Ici, le 12 octobre, M. Armand Boisseau, rédacteur en chef, rédigeait un autre article dans le Courrier de Saint-Hyacinthe. Je vous le résume. Lui, il approuvait totalement la décision de fermer les écoles et les collèges. Mais il recommandait également qu'on ferme toutes les salles de club, tous les lieux d'amusement et tous les théâtres. Et évidemment, il offrait gratuitement toutes les colonnes de son journal pour donner au public tous les conseils médicaux nécessaires. Cette même journée-là, le maire Télésphore Damien Bouchard a convoqué une séance spéciale du Conseil de ville de Saint-Hyacinthe, où la résolution suivante a été proposée et adoptée à l'unanimité. Que les réunions publiques soient prohibées, que l'admission au quai des gares ou des bâtisses des chemins de fer ne soit permise qu'en cas d'absolue nécessité. Et on comprend ici qu'avec l'exode des étudiants du séminaire, là, on comprend la décision. Ah ouais. Que les propriétaires ou locataires d'endroits publics soient bien surveillés, qu'une permission spéciale soit accordée pour assistance à des funérailles, mais pas plus de 50 présences, et que toute infraction à ce règlement soit passible d'une amende de 40 $. On en a bien ri de celle-là. Dans le cas des funérailles, c'est qui va payer l'amende? Le surplus des gens qui excèdent 50 personnes? Le curé ou le directeur de funérailles? J'ai pas su la réponse. En fouillant dans le courrier, qui est pour moi une source extraordinaire de renseignements, j'ai trouvé cet article-là qui nous parle d'une famille éprouvée. On est le 26 octobre 1918. Évidemment, en bon généalogiste, j'ai été fouiller un peu c'était quoi. On parle ici de la famille de Théophile Hébert et Georgiana Burke. Eux autres ont eu 8 enfants, dont 2 sont décédés en bas âge. Raoul, en 1890, à 11 mois, et Alma, en 1892, à 21 mois. Tous les autres, là, c'est pas indiqué en nulle part, mais c'est très probablement des gens décédés de la grippe espagnole. Premièrement, à cause des âges et ensuite à cause de la suite là, ininterrompue, là, c'est effrayant. On dit que leur fille Léa est décédée le 21 octobre à 31 ans. 2 jours plus tard, c'est leur fils Hector qui décède à 23 ans. Le lendemain, c'est leur belle-fille, Emma, Gemme, épouse de leur fils Georges, qui décède à 29 ans et qui laisse 7 enfants. Et leur fille Alexandra est décédée le 11 décembre à l'âge de 32 ans. Donc, on est dans la période la pire là, de la grippe espagnole. Et on a le docteur Jean Lafont, qui a écrit une série de 5 articles sur la grippe espagnole qui ont été publiés dans le Courrier de Saint-Hyacinthe entre le 5 novembre et le 10 décembre 1997. Ça nous donne quand même des bons renseignements sur ce qui s'est passé chez nous. Il nous parle des facteurs ou des causes secondaires. Le climat à cette époque-là, de septembre à fin octobre 1918, c'était un climat pourri. Il y avait de la pluie, il y avait du froid, il y avait du brouillard. On comprend que les gens étaient encore rationnés à cause de la guerre, donc ils s'alimentaient plutôt mal.
On note également l'insalubrité des logements ouvriers dans les villes, qu'on pense au quartier qu'on appelle le marché à point. Là. On parle aussi du défaut d'hygiène dans les campagnes. Et un autre item à ne pas oublier, il y avait la milice qui courait après les insoumis, qui allait de paroisse en paroisse et de ville en ville pour essayer de les attraper. On dit que les premiers symptômes, c'était un peu comme le rhume ou la grippe normale. On avait un écoulement nasal, des rougeurs à la gorge, à la trachée, sensation de piqûre dans la gorge, ou une toux opiniâtre sans expectoration, ce qu'on appelle la toux sèche, de la fièvre, surtout le soir, sensation de faiblesse et que ça durait normalement quelques jours. Quand on a un rhume, c'est à peu près ça. Là. Comme qui nous disait, soigne-toi, ça va durer 7 jours, soigne-toi pas, ça va durer une semaine, c'est à peu près pareil. Les complications, bien là, si on avait vraiment la grippe espagnole, bien c'est là que ça se compliquait. Et ça ressemble donc étrangement à ce qu'on a vécu l'année passée. On dit que le germe, qui est un bacille de Pfeiffer, s'implante en un point déterminé. Et là, ça pouvait se dégrader. Là, ça se jetait sur les poumons, on pouvait avoir une méningite foudroyante. On avait des cas de bronchopneumonie, de pleurésie virulente, des vomissements, des diarrhées et conséquemment de la déshydratation et une faiblesse progressive physique et intellectuelle. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, il n'y avait vraiment aucun médicament. Les sulfats, qu'on appelle aujourd'hui des antibiotiques antimicrobiens, n'ont été utilisés que seulement à partir de 1937. La pénicilline, qui avait été découverte en 1928, n'a été mise sur le marché qu'en 1944. On comprend que devant l'état de panique qui était partout, les gens étaient prêts à essayer n'importe quoi. On a une très belle photo ici du centre d'histoire. Un groupe d'hommes avec des bouteilles de whisky, parce que tout le monde sait ça. L'alcool, ça tue les microbes. Puis pour ceux qui n'avaient pas d'argent, ben, ils pouvaient toujours se rabattre sur l'alcool frelaté qu'on appelle la bagosse. Et évidemment, tous les fabricants de pseudo-médicaments s'en sont donnés à cœur joie. Ici, on a une publicité parue dans le Courrier le 19 octobre qui nous parle du merveilleux remède aux fruits, le Fruitatives. Ça, c'était sa publicité. Et il en mettait, là. Il lui disait, la grippe espagnole arrive, ça va se répandre partout en 6 semaines et que notre produit est recommandé par le chirurgien général Blue de la Commission d'hygiène publique des États-Unis. Et ça, c'était important, là. On disait que tout le monde avait besoin d'un tonique général, un reconstituant, un fortifiant, un purificateur du sang, et que le Fruitatives réglait vos rognons et vos intestins, et qui était en vente à seulement 50 sous la boîte, 6 pour 2 $. Et il y a toutes sortes d'autres. On en a vu une pléiade. On parle même le bon sirop Lambert. On voit dans sa publicité qu'il disait que c'était bon pour la grippe espagnole. Le Bovril. Ben oui, ça vous fortifie, ça, madame. De 10 à 20 fois votre pouvoir de reconstruction par rapport à la quantité absorbée. Évidemment, on a des médecines de grand-mère, qu'on pourrait dire, là, des infusions de merisier bouilli, de citron, de gingembre, de camphre ou de moutarde. Et quand on arrive dans la liste à droite, là, ça se complique. C'est encore plus sérieux. Des carrés de camphre. Ben ça, je pense que tout le monde portait ça. À une certaine époque, il y avait tout ça attaché après le camisole. Des capsules de chrysobène, ça, je suis pas sûr que j'aurais osé toucher à ça. Juste le nom là, me rebute un peu. De l'eau purgative Riga, ben oui, tout le monde sait ça. Si vous éliminez plus, vous allez éliminer vos microbes. Le vin Saint-Michel. Allez donc savoir ce qu'il pouvait faire. En tout cas, vous étiez peut-être malade, mais vous étiez un malade heureux. Le biphosphate de chaux des frères Maris, de la chaux. Ouf. Du formaldéhyde. Le crédoterpin. Les pilules roses et rouges du docteur Williams. On a même parlé des tablettes bébézone. Dans mon jeune temps, on donnait ça aux bébés, ça. Les sirops Gauvin. Hey, ça, avec un nom de même, là, le Earth Pain Exterminator. Hey, ça vous guérissait, ça, monsieur. Le produit Stoke. Hey, on a même dit de la térébenthine ou de l'huile à charbon. Allumez-vous pas une pipée après ça, messieurs. Évidemment, nos bons membres du clergé vous diront, peu importe ce que vous ferez, c'est la volonté de Dieu. Donc, il faut se plier à ses volontés. On estime que pour le Québec, il y a eu 25 % de la population qui a été contaminée, soit 530 704 personnes sur 2 millions d'habitants. Là-dessus, on a eu 13 880 décès. On voit ici une photo de l'ancien Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.
Les religieuses, eux autres, tenaient des registres là, assez précis. On sait que pendant cette période-là, elles ont secouru 713 malades dans 158 familles. On sait, nous autres, avec la pandémie qu'on a connue, que ça a grandement affecté le milieu des affaires, mais ça a été un peu la même chose. Ici, on voit une publicité parue dans la presse le 12 octobre 1918 de la compagnie Bell Téléphone, qui disait qu'il y avait plusieurs de les employés qui étaient affectés par la maladie, que le nombre d'appels était grandement augmenté parce que les gens étaient chez eux, à la maison, ils étaient inquiets, donc essayaient de rejoindre leurs proches. Donc, par conséquent, le service était pas mal désorganisé et la compagnie demandait aux gens, étant donné la situation peu ordinaire, de n'appeler qu'en cas de nécessité absolue seulement. On voit d'ailleurs ici, j'ai marqué standardiste, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas ça des téléphonistes, c'était des standardistes. On opérait un standard téléphonique. Pour avoir une idée de ce qui s'est passé chez nous au niveau des décès, j'ai fouillé les registres paroissiaux des 2 paroisses qui existaient à cette époque, soit la cathédrale et Notre-Dame du Rosaire. Il n'y a aucune statistique sur les décès là, occasionnés par la grippe espagnole. J'ai fait un relevé des décès survenus entre le 1er octobre et le 15 décembre, sachant que c'était la période la pire. Donc, j'ai obtenu un total de 135 décès pour la cathédrale et de 76 pour Notre-Dame du Rosaire, soit un total de 211 décès. De ces décès-là, j'ai enlevé les enfants de moins de 6 ans parce que la mortalité infantile était encore très présente et les adultes de plus de 45 ans parce qu'on savait que ça touchait là, une certaine catégorie de la population. Donc, j'ai obtenu pour ça 62 décès en octobre, 8 en novembre et 5 en décembre. On voit très bien que le mois d'octobre, c'est vraiment le mois le pire. Donc, c'est 60 décès possiblement attribuables à la grippe espagnole. En consultant les registres, dans ma liste, j'ai remarqué, si je la mets en ordre chronologique, 3 personnes Millette ici. 3 personnes. Là, je me suis demandé, c'est-tu la même famille? Et là, je me suis souvenu que la femme de mon oncle André, Denise Millette, c'était une Millette. Donc, par curiosité, j'ai appelé mon cousin Émile. J'ai dit, mon cher Émile, as-tu déjà entendu parler qu'il y aurait eu de la grippe espagnole dans la famille? Il me répond, ben oui, c'est certain. C'était le grand-père de ma tante Denise, Pierre Millette, né en 1874 à Saint-Hyacinthe, qui avait épousé à Saint-Simon en 1899 Anna Chaume, elle née à Saint-Antoine. Ce couple-là s'est installé à Saint-Hyacinthe et M. Thury devait les aimer, a donné naissance à 17 enfants entre 1900 et 1918. La revanche des berceaux, ils y ont grandement participé. Mon cousin m'a dit on m'a raconté qu'à chaque fois que le père revenait du cimetière, il trouvait un autre membre de sa famille décédé. On serait porté à dire, ouais, il exagère un peu, là. Pas tant que ça, si on regarde ça. Le 5 décembre, c'est sa petite fille Donalda qui est morte à l'âge de 8 ans. Le 6 décembre, c'est Anna, sa femme qui est décédée à l'âge de 42 ans. 2 jours plus tard, c'est la petite Rolande qui est partie à l'âge de 3 mois. 4 jours plus tard, Stanislas, son fils qui a juste 5 ans. Et le 13 décembre, son fils Émile, âgé de 18 ans. Et en janvier, sa fille Alice, à 16 ans, est partie aussi. Ça fait beaucoup de morts pour une même famille. Quelqu'un m'a aussi parlé, il y a une famille Laflamme, que la madame est décédée de la grippe espagnole. Bon, j'ai cherché, c'est pas évident à trouver, hein, parce qu'on sait que c'était pas de madame Laflamme. La madame Laflamme, c'est son nom d'épouse. J'ai fini par la retrouver. Il s'agissait de madame Rose-Alma Guillemé, épouse de Clément Laflamme. Pour ceux qui connaissent Saint-Hyacinthe, là, ce monsieur Clément Laflamme-là, c'est lui qui a donné son nom au boulevard Laflamme qu'on a dans le quartier de la Providence. On voit ici elle était à Saint-Damas à cette époque-là. On voit ici son acte de sépulture. Elle est décédée à l'âge de 27 ans. Mais ce que j'ai découvert, et ça c'est un plaisir et un bonheur pour un chercheur, même le descendant de la famille à qui j'ai eu le plaisir de parler ne le savait pas. Cette madame-là, lorsqu'elle est décédée, elle est décédée avec son enfant. Sa petite fille était morte la veille. Donc, il y avait 2 décès là, pour la grippe espagnole. Cette petite fille-là, qu'on n'a même pas eu le temps de baptiser, là, qui est inscrite comme étant anonyme, est décédée elle aussi. Comme je devais aussi faire cette présentation-là pour la Société d'histoire des 4 lieux, j'ai fouillé un peu les paroisses qui sont dans ce coin-là. J'ai trouvé dans le registre un monsieur Adrien Vien, décédé à 25 ans seulement.
Lui, il habitait à Hochelaga. Il est décédé le 15 octobre et il a été inhumé le lendemain à Saint-Paul. On voit qu'il est dans la bonne tranche d'âge et on voit qu'il a été enterré rapidement. Le 21 octobre, c'est sa mère, Arzelia Meunier, qui est décédée. Elle était à Hochelaga, mais on l'a inhumée le même jour à Saint-Paul. On comprend que les malades décédés de la grippe espagnole, on les exposait pas 3 jours dans le salon de la maison, là. C'était urgent. On les enterrait vite. J'ai aussi trouvé un Napoléon Archambault, âgé de 34 ans, qui lui est décédé à Saint-Pie et qu'on a enterré la même journée à Saint-Paul. L'ange gardien ont probablement été beaucoup plus chanceux. Je n'ai trouvé qu'un seul cas présumé. C'est le petit Omer Racine qui est décédé à 1 an et 1 mois. Décédé là, dans le mois d'octobre, mais il n'y a rien de précis là, que c'est la cause du décès. À Rougemont, j'ai 8 cas probables. On a ici, surtout à cause de l'âge des décès, là. Le monsieur Barré à 20 ans et 7 mois. Mademoiselle Gaudreau à 20 ans et 10 mois. Laura Dauplaise, décédée à 24 ans et 10 mois. Et ici, là, ma déformation de curé m'a fait sourciller un petit peu. Elle avait 24 ans et 10 mois et elle était ménagère au presbytère. Oh, que ça devait faire jaser, ça. Chez nous, la ménagère du curé doit avoir ce qu'on appelle l'âge canonique. C'est-à-dire qu'elle doit avoir au moins 50 ans. Ça a dû faire jaser. Si on continue notre liste, on a Mademoiselle Mercier à l'âge de 28 ans, Rose-Emma Marcille à 24 ans, Marie-Rose Gingras à 14 ans et demi, la petite Massé à 13 ans et 5 mois et M. Courtemanche à 39 ans. C'est des cas probables, mais il n'y a rien qui l'indique. On arrive maintenant à Saint-Césaire et là j'ai été heureux de trouver cette paroisse-là. J'ai 13 cas qui sont répertoriés, mais non seulement répertoriés, mais également confirmés. Parce que le curé Benoît et le vicaire Gendron ont eu la bonne idée de l'inscrire. Je vous en donne un exemple ici. Joseph Armand Autier, qui est décédé le matin même, ici on le voit, de la grippe espagnole à l'âge de 23 ans. Fait que le curé l'a clairement indiqué. Donc, il n'y a aucun doute possible. On a un autre exemple ici, Jean-Baptiste Sorette Dillarose, cultivateur décédé la veille de la grippe espagnole à l'âge de 51 ans. Donc, on voit ici tous les cas où le curé ou son vicaire ont clairement marqué qu'ils étaient décédés de la grippe espagnole. Et on voit que la catégorie d'âge, là, on a des plus jeunes, des plus vieux parfois, mais entre 20 et 29 ans, c'est pas mal la moyenne des décès. Ici, ma collègue Pierrette Brière, qui est probablement avec nous ce soir, avait fait cette recherche-là pour Marieville, son lieu de naissance. À Marieville aussi, le curé avait eu la bonne idée. Lui, il n'écrivait pas dans l'acte comme tel, mais il mettait une annotation dans la marge. Donc, on sait qu'il y en avait, c'était vraiment... À Marieville, sur 76 actes de sépulture inscrits, il y en a 28 qui portent dans la marge la mention grippe espagnole. Et quand on les place par mois, 22 en octobre, 4 en novembre et 2 en décembre. Ce qui confirme toujours mon idée que la plupart le pic, comme on appelle aujourd'hui le pic de la grippe espagnole, a eu lieu en octobre 2018. Si on compare maintenant la grippe espagnole versus notre coronavirus, il y a des similitudes qui sont assez frappantes. Dans les deux cas, c'était un virus qui était complètement inconnu où c'est sorti. Dans les mêmes cas, on a fait les mêmes recommandations, soit la distanciation sociale, le port du masque, la fermeture des lieux publics, lavage des mains. Et dans les deux cas, la durée aurait été pas mal de 2 ans. Mais c'était pas les problèmes. Si on regarde, ça nous semble bien effrayant de nos jours, c'est des grandes affaires comme ça, mais des pandémies, là, l'histoire de la Terre en a connu plusieurs au fil. Hein. On regarde ici la peste de Justinien, qui a eu lieu entre le 6e et le 8e siècle et qui aurait fait de 25 à 100 millions de personnes mortes. La peste noire, et on se rappelle d'avoir vu des images de ce fameux masque-là que les médecins portaient là, lors de la peste, elle qui a eu lieu entre 1347 et 1353 et qui aura fait entre 25 et 34 millions de morts en Europe. La fièvre jaune, qui, elle, a été principalement active au 17e, 18e et 19e siècle, mais ce virus-là est toujours présent et tue encore entre 30 et 60 000 personnes
par année en Afrique et en Amérique du Sud. Le choléra, ici on remarque que c'est un 2 ans ça aussi, entre 1832 et 1833, qui a fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde et qui fait encore 3 millions de cas et 100 000 décès chaque année. La grippe espagnole, qui est notre sujet de ce soir, la grippe asiatique, la H2N2, qui a fait sur une période de 2 ans, entre 56 et 58, 2 millions de morts dans le monde. La grippe de Hong Kong, la H3N2, qui, elle, a fait 1 million de morts dans le monde, toujours sur une période de 2 ans, entre 1968 et 1970. Le sida, qui, lui, est toujours présent et qui, entre 1981 et 2006, a fait environ 25 millions de morts. On a aussi eu une épidémie de variole à Québec, toujours sur une période de 2 ans, entre 1755 et 1757. Ça s'était propagé même à la Nouvelle-Angleterre. Montcalm m'avait fait état de 2500 cas dans la ville, dont 20%, soit environ 500 personnes, sont décédées. Et là-dessus, j'ai une confirmation parce que mon ancêtre, Germain Giroir, qui lui est un Acadien de Beaubassin, qui a été déporté en Géorgie lors de du grand dérangement qu'on appelait en 1755 et qui va devenir plus tard le premier Giroir en sol mascoutin en 1772. Lui, il y a 4 membres de sa famille qui sont décédés de la variole à Québec. Après la déportation, eux avaient réussi à fuir à l'île Saint-Jean. Et de l'île Saint-Jean, ils s'étaient rendus jusqu'à Québec. Pendant cette épidémie de variole-là, son fils Jacques est décédé à 1 an. Ensuite, au mois de septembre, son fils Joseph est décédé à 3 ans et demi. Ensuite, au mois d'octobre, c'est sa fille Angélique qui est morte à 4 ans. Et le 1er décembre, c'est sa femme Marie Arsenault qui est morte à l'âge de 40 ans. Et elle laissait encore 7 enfants vivants. On est tous tannés de cette période-là. On trouve ça difficile. Mais j'ai trouvé à un moment donné sur ma page Facebook cet exemple-là qui nous fait grandement réfléchir sur ce qu'on trouve aujourd'hui comme si effrayant. Mettons-nous dans la peau d'un jeune qui serait né en 1900. Quand il atteint l'âge de 14 ans, commence la Première Guerre mondiale, qui a fait 22 millions de morts. Quand il arrive à 18 ans, la grippe espagnole tue 50 millions de personnes. À 29 ans, c'est la bourse de New York qui s'effondre, qui provoque l'inflation, le chômage et la famine. Quand il arrive à 33 ans, c'est les nazis, qui arrivent au pouvoir. 6 ans plus tard commence la Seconde Guerre mondiale, où 6 millions de Juifs vont mourir et plus de 60 millions de morts au total. Lorsqu'il a 52 ans, notre jeune, il commence la guerre de Corée. Quand il arrive à 64 ans, la guerre du Vietnam se pointe et ne va se terminer que lorsqu'il aura 75 ans. Plus près de nous, un enfant né en 1985 pense que ses grands-parents n'ont absolument aucune idée à quel point la vie est difficile. Et un enfant né en 1995 et qui a aujourd'hui 25 ans, il pense que c'est la fin du monde quand son colis Amazon prend plus que 3 jours à arriver chez lui et qu'il n'obtient pas plus que 15 likes par jour pour sa photo sur Facebook. C'est effrayant. Je ne sais pas pour vous, mais quand il y a un arc-en-ciel dans le ciel, je ne la vois plus de la même façon. On a tellement vu à s'en écœurer. Ça va bien aller. Il nous disait ça. Tous les jours, on disait, non, ça va pas bien, là, ça empire. Mais il faut quand même se dire qu'en 2021, on est quand même chanceux. Là. La plupart d'entre nous, on a quand même un très bon confort. Même si on est confiné chez nous, on a vraiment plusieurs sources de divertissement. On a eu des aides gouvernementales, on a de l'électricité, un téléphone, on a accès à de la nourriture, de l'eau chaude, un toit sur la tête. Franchement, l'humanité a survécu à des circonstances beaucoup plus graves. Et si je peux me permettre, moi, j'ai trouvé plus pénible à passer la crise du verglas que ça. Parce que 3 semaines, 21 jours, pas dans sa maison, pas d'électricité, avec une grosse gang dans un sous-sol, j'ai trouvé ça pénible. Et évidemment, aucun divertissement à part jouer aux cartes, des choses comme ça. Évidemment, on voit la lumière pointer au bout du tunnel. Les fameux vaccins sont arrivés, même s'il y en a qui font chialer, mais je peux vous dire que moi, en tout cas, j'attends juste mon tour et ça va y être. Je ne prendrai pas. C'est sûr, on va s'en sortir.
c'est sûr qu'on va sortir. Déjà aujourd'hui, on annonce des allègements. On va sortir plus tard, même, jusqu'à 9h30. Donc, j'ai trouvé aussi cette image-là qui m'a fait rire quand je l'ai vue parce que c'est quelque chose que j'ai répété tout l'été passé dans mon rôle de curé. Notre bon chanoine nous disait, mieux vaut être à 6 pieds de distance, parce qu'à notre époque, on parle en pieds et non en mètres. Mieux vaut être 6 pieds de distance que 6 pieds sous terre. Donc, là-dessus, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez appris quelques éléments que vous ne saviez pas. Continuez à prendre soin de vous autres et des autres. Et j'ai très hâte qu'on puisse se voir en présentiel, pour utiliser un terme qui est devenu à la mode. J'aurais tellement aimé vous serrer tous la main. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup de votre attention.